Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes actuellement, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois l'incontournable l'historien Olivier Delorme. Olivier, bonsoir. Merci d'accepter ce direct, ce petit duplex depuis votre île grecque Bonsoir pour nous Nicolas. parler. Bonsoir. Pour nous parler, bien entendu, de la situation de la pandémie, de l'épidémie en Grèce. Est-ce que c'est une pandémie? Mais du moins, vous nous en direz quelques mots pour nous faire un point de situation, parce que vous aussi, tous les soirs, vous avez votre point santé. Donc, on a commencé un peu plus tard parce que le point santé, c'est un peu éternisé. Donc, vous avez les dernières informations du nombre de contaminés et de l'état de l'épidémie chez vous en Grèce. On parlera également, effectivement, la Grèce va-t-elle utiliser ou faire des essais thérapeutiques sur la chloroquine, ce fameux produit dont en France le professeur Raoult est l'éminent pourvoyeur. Et aussi, nous allons parler de votre spécialité, Olivier Delorme. On sait que vous êtes totalement passionné par l'Union européenne et vous nous direz si l'Union européenne est aux abonnés absents. Voilà. Et si oui, pourquoi? Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous d'être là. Vous êtes sur Putsch en live. Vous savez, c'est une période de confinement. On fait beaucoup de duplex. On va en faire encore plus dans les jours à venir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cet entretien avec Olivier Delorme. Sans plus tarder, Olivier Delorme, quel est le point de situation ce soir en Grèce? Où en est-on de l'épidémie de coronavirus? Alors écoute, nous avons effectivement tous les soirs un point du professeur Tsiodras et du ministre de la Santé. Le professeur Tsiodras qui est un éminent épidémiologiste et qui depuis le début de la crise informe les Grecs tous les soirs de l'avancée des contaminations et des mesures qui sont prises pour la bloquer, ou pour tenter de la bloquer. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement grec a réagi extraordinairement vite alors que le nombre des cas était encore très bas et que les mesures qui ont été prises, notamment de fermeture des écoles, des universités, puis des commerces, l'ont été avec plusieurs jours d'avance par rapport à la France, alors que le nombre des cas était bien moindre. Cette rapidité de réaction est sans doute due à l'état du système sanitaire grec qui a été sinistré par les politiques de l'Union européenne depuis 10 ans et probablement le gouvernement avait la conscience que s'il n'intervenait pas très vite pour essayer de stopper les cas de contamination, le système de santé grec qui, encore une fois, a été véritablement sinistré par les politiques de l'Union européenne. Il y a un grand nombre d'hôpitaux dans lesquels on a fermé des lits, on a fermé des blocs opératoires, les matériels ne sont plus remplacés, les personnels ont vu leur salaire coupé et beaucoup de médecins sont partis à l'étranger depuis 10 ans pour trouver des conditions d'exercice plus acceptables. Donc, du coup, ce système de santé grec risquait d'être totalement débordé si les mesures n'étaient pas prises très en amont et très rapidement. Et donc, je crois qu'il faut reconnaître au gouvernement grec le fait d'avoir réagi extrêmement vite. Alors, aujourd'hui… Alors, ouais, le point de situation aujourd'hui, on en est… aujourd'hui, les chiffres que vient de donner le professeur Tsiodras sont des chiffres de 821 cas de contamination en Grèce depuis le début de l'épidémie, pour un total de 10 000 tests qui ont été effectués dans le pays depuis le début de la crise. Le nombre des cas a augmenté de 78 dans les dernières 24 heures, ce qui est un peu inquiétant parce que les 2 derniers jours avaient été des jours de baisse de contamination. On avait en réalité atteint un premier pic avec 94 contaminations dimanche, et puis lundi, on était descendu à 71 et hier à 48. On est remonté aujourd'hui à 78 cas dans la journée. Sur ces 821 cas recensés, on a 134 personnes qui sont actuellement hospitalisées, dont 60% d'hommes. 53, alors c'est le même nombre qu'hier, donc il n'y a pas eu de nouvelles personnes hospitalisées, ou alors il y a eu des sorties et des entrées qui se sont équilibrées. Il y a 53 personnes qui sont dans un état critique
qui sont donc intubés. C'est 8 de plus qu'hier, avec un âge moyen de 67 ans. Et on compte depuis le début de la crise 22 morts, dont deux dans les dernières, les dernières 24 heures. Et, vous avez des foyers, Olivier, chez vous? Vous avez des foyers particuliers, est-ce que vous avez des foyers particuliers? Est-ce que c'est plutôt sur Athènes ou c'est assez diffus pour l'instant? Jusqu'ici, c'était essentiellement Athènes, avec quelques cas à Patras et à Thessalonique, donc les deux autres grandes villes. Il y a pour l'instant un certain nombre de régions, dont celle où je vis, qui ne sont pas du tout touchées, le Dodécanèse. Et là encore, le gouvernement a réagi très vite en suspendant les liaisons maritimes pour les passagers, donc pour essayer de bloquer l'épidémie, la diffusion de l'épidémie. La nouvelle inquiétante du jour, c'est qu'il y a un nouveau foyer qui s'est déclaré dans la journée près de la ville de Xanthi, dans le nord-est du pays, dans la région de Macédoine-Thrace, de Macédoine orientale Thrace, avec là encore des mesures d'isolation drastiques, puisque si partout en Grèce l'interdiction de circulation est rentrée en vigueur depuis lundi, mais à cet endroit-là, on n'a même plus le droit de sortir de chez soi pour faire son ravitaillement, et ce sont les pompiers et la police, nous a dit tout à l'heure le ministre, qui assureront les besoins quotidiens des habitants. Donc vous voyez que la réaction a été très vive. Est-ce qu'elle a été plus rapide qu'en France, Olivier? Oui. Que le gouvernement grec a pris exemple sur l'Italie et sur la France par rapport pour prendre des mesures très rapides pour endiguer les trucs? Et j'ai une question, est-ce que les aéroports sont fermés ou pas? L'entrée dans le pays a été soumise à quarantaine à partir du 16 mars. Jusqu'au 15 mars, on pouvait rentrer librement. À partir du 16 mars, les étrangers arrivant de l'extérieur sont soumis à une quarantaine de 14 jours. Le gouvernement voulait suspendre les vols, et notamment, je crois, les vols intérieurs. La presse grecque nous a dit que c'est l'Union européenne, la Commission européenne, qui s'est opposée à cette mesure. Alors, je pense que, comme d'habitude, la Commission européenne fait prévaloir les pseudo-intérêts économiques sur la santé et les questions sanitaires, ce qui n'est pas vraiment étonnant de cet organisme qui a placé pour une fois pour toutes au centre de ses préoccupations la concurrence et la libre circulation des marchandises, des capitaux et accessoirement des personnes. Et donc, une fois de plus, l'Union européenne fait preuve ici de sa malfaisance. Voilà. Et je crois que alors, on va en reparler. On va en parler de l'Union européenne. Olivier, vous allez nous dire un peu ce que vous en pensez sur cette Union européenne aujourd'hui, Ursula von der Leyen, notamment les discussions dont elle s'est félicitée avec la Macédoine du Nord et l'Albanie. Je voulais vous poser une question. Donc, on vous rappelle, vous êtes en direct sur Putsch, vous êtes avec Olivier Delorme qui nous parle de son île grecque. Bonsoir à tous, merci pour vos messages. En tout cas, je les vois défiler. N'hésitez pas à poser vos questions à Olivier Delorme aussi sur la situation en Grèce. On va parler d'Union européenne. Je vois déjà des messages qui commencent à défiler sur l'Union européenne. Je sais que ça vous intéresse pas mal d'entre vous. Donc, on va répondre à ces questions et Olivier Delorme va vous faire une analyse, décryptage cinglant, saignant, on n'en doute pas. N'hésitez pas à liker, à partager ce live et merci d'être là. Voilà, donc Olivier, on revient sur notre discussion. Concrètement, je voulais vous poser une question sur la crise sanitaire, le coronavirus, par rapport aux moyens de santé grecs. Est-ce qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont-ils, vous l'avez dit, on en a parlé, ont été saccagés par les mémorandums différents en Grèce. On a eu d'ailleurs des maladies qui ont été terribles en Grèce depuis 2015. Aujourd'hui, est-ce que les hôpitaux, le service hospitalier peut faire face à ce qui pourrait devenir, comme chez nous, une épidémie avec beaucoup de malades qui viendraient solliciter l'aide des hôpitaux grecs? Écoutez, c'est effectivement la grande question. Dans quelle mesure les mesures qui ont été prises par le gouvernement vont être en matière de
de remise à niveau du système de santé vont être efficaces et suffisamment efficaces ou pas. Alors, dès le début de la crise, le gouvernement a identifié 13 hôpitaux de référence dans lesquels ont été mis en place des moyens disséminés dans le pays, dans lesquels ont été mis en place des moyens supplémentaires en hommes et en matériel pour tenter de répondre à la crise. De nouveaux services de soins intensifs ont été mis en service. Hier, le ministre de la Santé a dit dès janvier, il y a des cliniques privées qui ont été réquisitionnées et des moyens de l'armée. Ils avaient anticipé les Grecs, Olivier? Ils avaient anticipé, effectivement, ils avaient anticipé les Grecs quand on parlait de janvier? Si vous voulez, je pense que les Grecs le gouvernement grec a eu extrêmement peur parce qu'il est conscient de l'état de délabrement du système de santé et que donc la réponse a été beaucoup plus beaucoup plus inquiète et beaucoup plus précoce que dans d'autres pays, parce que on sait, si vous voulez, les gens qui vivent en Grèce savent combien depuis 10 ans ce système de santé a été martyrisé par les politiques de l'Union européenne et que donc il y avait une question qui était jusqu'à quand le système pourra répondre. Alors on nous a dit également que l'armée avait, il y a un certain nombre de lits qui ont été réservés dans les hôpitaux militaires et les chiffres d'hier étaient pour l'instant, de 2158 lits affectés aux patients atteints du corona dans l'ensemble du pays. À mettre en rapport avec, pour l'instant, 134 personnes hospitalisées. Maintenant, tout va dépendre de la montée en puissance de l'épidémie. Est-ce que les mesures qui ont été prises très en amont pour stopper la contamination vont suffire pour empêcher l'engorgement du système ou pas? Et si ça ne suffit pas, effectivement, on va être dans une situation très critique en Grèce parce que le système a été mis à mal par les politiques de l'Union européenne depuis 10 ans. Là, on a l'impression d'entendre effectivement pas mal de gens en France, de soignants en France et même en Italie, hein, où le système de santé a été mis à mal depuis quelques années. Une question simple est-ce que la réactivité du gouvernement grec vous étonne ou pas du tout, ou est-ce que le gouvernement vous semble prendre les mesures adéquates aujourd'hui pour endiguer cette épidémie de coronavirus chez vous en Grèce? Si vous voulez, quand le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir l'été dernier, je n'avais pas une opinion très positive du chef du gouvernement, Monsieur Mitsotakis, qui vient d'une famille qui a gouverné la Grèce à plusieurs reprises et jamais d'une manière extraordinairement positive. Donc je dois dire que j'ai écrit des papiers très critiques sur l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement. Le précédent n'était d'ailleurs pas plus intéressant. Je dois dire que pour une fois, je suis heureusement surpris par ce gouvernement, qu'il s'agisse de la crise des migrants sur la frontière du Nord, où il a manifesté une grande réactivité et une grande fermeté dont nous avons parlé lors de mon dernier passage à Paris. Et donc, j'ai été plutôt heureusement surpris par la manière dont ce gouvernement a géré la crise. Et je dois dire que pour l'instant, je trouve que le gouvernement réagit plutôt bien à cette crise du corona. Après, il va falloir voir comment les choses évoluent. Si on est sur une pente à l'italienne, ça va être tragique parce qu'on a détruit le système de santé grec. Alors hier, un professeur de politique de la santé
à l'université de Berlin, professeur grec, à l'université de Berlin, disait que dans les chiffres qu'il avait à sa disposition pour l'instant, la Grèce se trouvait sur une trajectoire qui était plutôt dans les 3 ou 4 moins alarmantes en Europe. Donc, espérons que ça va durer. Voilà, je peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Mais là-dessus, ce qui est marrant, enfin, ce qui est étonnant, Olivier Delorme, c'est qu'on a eu Benjamin Tremblay au Québec, qui lui aussi se félicite de la politique, ou du moins des mesures prises par François Legault. François Legault, c'est le Premier ministre québécois, et on a l'impression que des gens qui étaient opposés au gouvernement en place, aujourd'hui, dans certains pays comme la Grèce ou le Québec, se félicitent de mesures drastiques prises par les gouvernements en place, alors qu'ils n'en sont pas du même bord. Vous, c'est un peu ce que nous a dit Benjamin Tremblay, qui est un plutôt du côté souverainiste, indépendantiste, alors que Legault, c'est pas, il a été beaucoup critiqué. C'est votre sentiment, oui, voilà? Est-ce que oui, c'est mon sentiment. Je dois dire que voilà, je suis heureusement surpris. Alors, c'est rare hein, de par les temps qui courent. On attend plutôt le pire. Pour l'instant, je trouve que ce gouvernement réagit à hauteur à hauteur des circonstances. Maintenant, il va falloir voir comment ça tient dans la durée. Hein. Si effectivement, si l'épidémie monte en puissance, on va prendre très vite la mesure de la malfaisance de l'Union européenne et des politiques mémorandaires qui ont été menées ici dans une totale irresponsabilité, dans un total mépris de la mise en danger des gens et dans un total inefficacité, puisque la situation économique grecque est toujours aussi inquiétante. J'ajouterais que ce qui est très inquiétant pour la Grèce, c'est que le tourisme était le dernier moteur de l'économie qui fonctionnait bon an mal an encore un peu, et que ce moteur touristique, il est en phase d'étouffement, puisque parmi les mesures qu'a prises le gouvernement, heureusement, il y a la fermeture des hôtels, et que pour l'instant, toute l'activité touristique qui commence en Grèce à peu près maintenant, c'est-à-dire que on va avoir la Pâque orthodoxe vers le 18 avril, et donc c'est traditionnellement le moment de lancement du remplissage des avions et des hôtels. Je crains qu'il y ait un manque à gagner considérable pour les hôteliers grecs, qui ont déjà subi de plein fouet l'année dernière la faillite de Thomas Cook, avec des millions d'euros, des milliers de nuitées impayées, et que donc il va y avoir des conséquences économiques qui vont être très lourdes pour le pays. Mais enfin, alors on va parler d'Union européenne, Olivier. Je sais que vous êtes intarissable là-dessus. Donc vous êtes toujours en direct sur Putsch avec Olivier Delorme, qui nous parle depuis son Y. Hein. Vous êtes historien, vous êtes un spécialiste de la Grèce et des Balkans. On vous renvoie vers notamment son livre 30 bonnes raisons de sortir de l'Europe. On a reçu Olivier Delorme à plusieurs reprises dans Putsch. Donc là, on le reçoit. Il nous fait l'amitié de venir nous expliquer ce qui se passe en Grèce actuellement. Et on va parler du sujet qui fâche. On va parler de l'Union européenne. On va parler d'Ursula von der Leyen. On va parler aussi de Christine Lagarde, la Française qui est à la tête de la BCE, qui a fait FMI BCE, tout ça est formidable. Et donc une première question pour aborder le sujet. N'hésitez pas à liker, à partager ce live. Voilà, vous êtes sur Putsch. Première question, Olivier Delorme, je sais qu'elle va vous faire bondir, vous faire réagir. Pourquoi? Alors je la reprends de Slide, de nos confrères de Slide.fr, un article de Fabien Yannick Charbonnel qui pose la question suivante: pourquoi l'Union européenne en fait si peu dans la lutte contre le coronavirus? Olivier Delorme, c'est à vous. Je vous laisse nous répondre là-dessus. Parce qu'on voit on voit dans cette crise quelle est la vraie nature de l'Union européenne. Elle se fout des peuples. Alors on le sait depuis longtemps, puisque elle s'est assise sur le référendum français, sur le référendum néerlandais. En 2005, ouais, en 2005, sur le référendum grec, sur les référendums irlandais. Donc on sait très bien que l'Union européenne
a pour ennemi les peuples, elle a pour alliés des gens qui sont hors de tout contrôle démocratique et dont la fonction est de faire de cette organisation un outil de dérégulation, de mondialisation imbécile et de désindustrialisation tout aussi imbécile. On voit très bien aujourd'hui comment ce système que l'Union européenne a piloté depuis 40 ans aboutit à une catastrophe multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on nous a dit c'est plus nécessaire de rien produire ici. L'essentiel, c'est de faire du commerce. Donc, on peut avoir des sociétés de services, des sociétés qui ne fassent que du service et qui ne produisent plus rien. De toute façon, on pourra toujours acheter les choses à l'extérieur. Donc, on produit plus de médicaments, on produit plus de masques, on produit plus de rien. Et donc, quand le système se grippe, eh ben, on n'a plus rien. Donc voilà, l'Union européenne est un organisme antidémocratique, adémocratique, qui se moque des peuples, qui se moque de l'intérêt de l'intérêt humain, si vous voulez. Tout ce qui compte pour ces gens-là, c'est les fédérations patronales dont ils sont les mandataires et dont ils traduisent les volontés dans leurs directives et dans leurs règlements pour déshabiller les États et les priver de tout moyen d'action sur le réel. Et on voit aujourd'hui dans cette crise que les États sont à l'os. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement malmenés par l'Union européenne, privés des moyens d'action par des élites qui ont massivement trahi l'intérêt national au profit de l'intérêt des oligarques dont ils sont les mandataires, et que aujourd'hui, eh ben, ce sont les peuples qui payent l'addition de ces politiques irresponsables et inhumaines. Voilà. Mais vous devriez être content, Olivier Delorme. Vous devez être content parce qu'aujourd'hui, la règle des 3% envolée, la BCE a dit qu'elle allait ouvrir les vannes, et en plus, Schengen est en train de passez-moi l'expression, de se casser la gueule, puisque de fait, des États se sont renfermés les uns sur les autres. D'ailleurs, nous-mêmes, on est confinés chez nous, donc ça veut dire que les frontières ont quand même un peu de sens dans ce bas monde. Donc, effectivement, Schengen, est-ce que vous pensez que Schengen, pour commencer sur Schengen, Schengen est tombé de lui-même, finalement, le libre circulation des personnes est tombé de lui-même. Est-ce que ça va tenir ou pas, ça? Ben, c'est très difficile à dire parce que ce système en même temps est très plastique, c'est-à-dire que il est capable de trouver les moyens de s'adapter. Simplement, je pense que là, on est arrivé vraiment à un moment où tout apparaît, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de prendre conscience. Si vous voulez, quand je vois aujourd'hui alors je ne sais pas quelle est l'ampleur, mais quand je vois aujourd'hui des Italiens qui replient les drapeaux européens et qui déplient des drapeaux russes ou des drapeaux chinois, que l'aide humanitaire elle est bloquée par l'Allemagne et qu'elle vient de Cuba, de Chine ou de Russie, on se dit que quand même il y a pas de solidarité européenne pour vous. Ben, il y a aucune solidarité européenne, on vient de le voir. Ouais. Ben, enfin, on le voit. Il y a que ce pauvre Macron qui continue à crier à la solidarité européenne, comme disait le général de Gaulle, comme un cabri qui saute sur sa chaise en criant l'Europe, 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 l'Europe. Mais enfin, ce garçon est pathétique. Je dirais, enfin, en plus d'avoir pris des décisions catastrophiques, il est aujourd'hui pathétique. Il est le seul en Europe à continuer à parler d'Europe. Madame Merkel, qui a fait une intervention, il n'y avait même pas le drapeau européen, qui était très loin derrière sur le Bundestag. Donc on voit bien comment tout ça est aujourd'hui en train de s'effondrer. Et ben voilà, donc écoutez, non, solidarité européenne, rien du tout. Il n'y a pas eu de solidarité européenne
vis-à-vis de la Grèce dans la crise des migrants qui vient d'avoir lieu, ou très peu. Il n'y a pas eu de solidarité européenne depuis 10 ans vis-à-vis de la Grèce, puisqu'on n'a fait que l'endetter, et puis et de rajouter de la dette à la dette, et de mettre son système de santé à genoux, comme on a mis à genoux le système de santé italien. En réalité, si vous voulez, la question, c'est la question du fonctionnement de cette Union européenne et de sa nature même, ce que je ne cesse de dire, c'est-à-dire que c'est même pas une question de fonctionnement, c'est une question de nature d'un organisme qui s'est créé autour du principe de la concurrence. Vous ne pouvez pas mettre la concurrence au centre et ensuite réclamer que cet organisme fonctionne selon des principes de solidarité. La concurrence et la solidarité, c'est deux choses qui sont antithétiques. Donc, l'Union européenne s'est fondée depuis l'origine sur le principe de la concurrence libre et non faussée, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire, en gros, si tu n'es pas capable de subir la concurrence que t'impose des pays plus forts que toi, eh ben, tu crèves. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, le pays le plus fort s'en sort. Pourquoi ? Parce qu'il a pillé l'Europe. L'Allemagne a pillé l'Europe. Vous parlez de l'Allemagne, hein, Olivier. Hein, oui, l'Allemagne a pillé le reste de l'Europe depuis 20 ans grâce à l'euro. L'Allemagne et les Pays-Bas ont une monnaie sous-évaluée qui leur a permis de maintenir une industrie, de maintenir une activité économique qui a été détruite partout ailleurs. Et ils ont exploité les pays d'Europe centrale et orientale en important leur main-d'œuvre ou en important des produits semi-finis à bas coût qu'ils permettent ensuite de valoriser dans leurs usines. Donc voilà, donc eux, ils s'en tirent parce que la monnaie était pour eux sous-évaluée et que donc ils ont gardé un système de santé performant, alors que les pays de la périphérie, dont on voit aujourd'hui qu'ils sont les plus touchés, Espagne et Italie, pour l'instant la Grèce pas, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, mais on espère que ça va durer. Mais enfin, voilà, on voit bien aujourd'hui comment la géographie européenne se fait non pas sur un principe de solidarité, mais sur un principe de zone, c'est-à-dire le cœur fait venir à lui toutes les richesses matérielles et humaines, parce que, si vous voulez, les médecins qui sont partis de Grèce depuis 10 ans, ils sont allés en partie combler les trous de la démographie médicale allemande, suédoise ou néerlandaise. Donc voilà, comment peut-on attendre d'une organisation qui s'est fondée sur la concurrence que tout d'un coup elle devienne solidaire ? Maintenant, si vous voulez que je vous parle de Madame Lagarde, j'ai écrit au moment où elle était nommée qu'elle avait été nommée parce qu'elle est incompétente. Alors c'est un peu provocateur comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà, mais c'est bien la réalité. C'est-à-dire que Mme Lagarde n'a aucune expérience de banquier central et que dans la répartition des postes européens, les Allemands… On rappelle qu'elle était au FMI avant. Oui, mais au FMI, vous n'êtes pas un banquier central, vous êtes le bras armé d'un système international qui punit les pauvres au profit des riches. Donc ça lui va très bien, ça lui allait très bien. Mais quand elle a été nommée à la BCE, c'est pour tenir le rôle d'un banquier central. Or, ce rôle de banquier central, les Allemands voulaient le récupérer à tout prix. Ils voulaient le récupérer à tout prix parce que Draghi, pendant son mandat, a
j'ai pas une immense estime pour Draghi, mais il a notamment étouffé la Grèce de manière totalement cynique, et Chypre, mais il a pris des mesures qui étaient des mesures nécessaires à l'époque pour, entre guillemets, sauver l'euro. Il aurait mieux fait de le laisser mourir de sa belle mort, mais c'est une autre question. Et pour sauver l'euro, il est passé par-dessus les traités et il est passé notamment par-dessus l'avis de la Banque centrale allemande qui a vu tous les principes qu'elle défend depuis des années et des années, ou un certain nombre de ces principes battus en brèche par Draghi, de telle sorte qu'il y a même eu des recours devant le tribunal constitutionnel allemand contre sa politique monétaire non conventionnelle. Et donc, l'Allemagne voulait récupérer ce poste, mais en même temps, comme elle a tout déjà, voilà, et qu'elle voulait en plus la commission, le deal, ça a été de dire on va donner la BCE à un Français, mais on va donner la BCE à un Français qui sera prisonnier des faucons allemands et néerlandais. Et donc, Madame Lagarde, là-dedans, n'est qu'un fantôme, n'est qu'une un faux-né, et en réalité, ce sont les banquiers centraux allemands et néerlandais qui sont des faucons et qui voulaient la fin des politiques non conventionnelles de Draghi, qui sont à la manœuvre. Alors on va voir comment ça se déroule tout ça. Enfin, pour l'instant, les Italiens, une des premières choses que Madame Lagarde a dit, c'est je suis pas là pour éviter que les écarts de taux entre les pays n'augmentent pas. Et donc, immédiatement, les taux italiens se sont envolés, avec derrière toute une partie de la classe politique italienne, y compris des gens qui sont euro favorables ou euro-BA jusqu'à là, on dit c'est un véritable coup de poignard dans le dos. Voilà, donc tout ça est en train de révéler sa vraie nature. Et on va plus pouvoir nous chanter la chanson l'Europe, c'est la solidarité. L'Europe, c'est en réalité la loi du fric. Et donc, c'est bien ce qu'on voit, aujourd'hui. J'avais juste. Je voudrais qu'on parle, Olivier. Oui, dites-moi. Je voudrais qu'on parle d'Ursula von Leyen notamment. Et oui. Après, voilà. D'ailleurs, pour nos internautes qui sont en ligne, merci beaucoup. Vous êtes avec Olivier Delorme sur Putsch pour un point de situation sur la Grèce, et aussi que vous verrez la première partie parce qu'on a eu un problème technique, ça a coupé. On rappelle qu'Olivier Delorme habite sur une île grecque et c'est un spécialiste de la région et des Balkans. On vous a mis d'ailleurs en lien dans les commentaires le lien pour aller acheter le très bon livre. Il y en a plusieurs chez Olivier Delorme, mais celui 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe. Vous pouvez, le lien, c'est pas Amazon, c'est HO Édition, donc vous pouvez acheter le livre chez son éditeur. Vous avez les liens en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à continuer à partager un maximum ce live parce que Olivier Delorme, c'est quand même quelqu'un qu'on voit pas beaucoup dans les grands médias français parce que sa parole est très discordante. Olivier, sur l'Europe, sur l'Union européenne, vous êtes très dur et c'est à juste titre, ou du moins vous l'argumentez très bien, donc c'est toujours intéressant de vous recevoir. Je voulais qu'on parle maintenant, avec cette promo faite, je voulais qu'on parle d'Ursula von Leyen. J'imagine que vous suivez ardemment les déclarations d'Ursula von Leyen, qui nous a même la dernière fois montré comment on faisait pour se laver les mains sur Twitter. Donc j'ai appris, je l'ai pas attendu pour savoir comment se laver les mains, mais apparemment je l'ai vu, elle a fait un petit clip pour se laver les mains. Voilà, mais plus sérieusement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous inspire Ursula von Leyen dans cette crise particulièrement, ces prises de parole? Écoutez, ces gens sont incroyables. C'est-à-dire qu'à un moment où on a au moins deux pays, l'Espagne et l'Italie, qui sont dans des situations tragiques, ces gens ne sont même pas capables de faire preuve de la moindre humanité. Ils restent prisonniers dans leur schéma de pensée totalement économisant, mondialisateur. Ils sont incapables
de faire le moindre mea culpa sur la malfaisance de ce qu'ils ont mis en place. Et donc, tout ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, c'est ça a raté, vous voyez qu'on arrive à une catastrophe, la seule solution, c'est de vous laver les mains et de continuer en pire. Ben non, si vous voulez, voilà, on est à un moment de bascule de l'histoire. Tout à l'heure, je vous disais, j'avais commencé avec l'ami Coralie Delhomme, avec qui, dans notre dernière discussion, je lui disais, en réalité, pour que tout ça s'effondre, il faudrait un accident industriel de la taille de Tchernobyl. Et je dis ça depuis des années, sans savoir ni quand, ni comment ça peut arriver. Mais il était inévitable que ça arrive, parce que on a fragilisé nos sociétés en les faisant dépendre à l'excès du commerce international et en leur enlevant toute capacité de production interne. Vous voyez bien comment on n'est même plus capable de produire des masques et qu'il faut que des usines de slip se mettent à se reconvertir. On réoriente. On réoriente. Petit bateau, etc. On a la dernière usine qui produit de l'oxygène sous pression, je crois, en Europe, et le gouvernement ne l'a pas encore nationalisée alors qu'elle est en redressement judiciaire. Enfin, qui sont ces gens qui nous gouvernent? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête et qu'est-ce qu'ils ont dans la cage thoracique? Des porte-monnaies et des billets. Il va falloir que les comptes que les comptes se règlent à la fin de cette crise. On va pas pouvoir continuer comme avant. Je sais bien que le capitalisme tel qu'il est, il a une plasticité incroyable et que, comme le disait Naomi Klein, il fait feu de tout bois en utilisant les crises pour aller plus loin dans ces stratégies de démembrement de l'État et de démembrement des politiques sociales. Mais enfin, voilà, aujourd'hui, on est à la fin d'un cycle de 40 ans où on a détruit tout ce qui faisait les moyens d'action de l'État sur le réel au profit de cette Europe qui est un monstre. On a encore un petit problème avec Olivier Delorme, mais on rappelle que Olivier Delorme est actuellement en Grèce sur une île grecque, donc vous êtes sur ce live Putsch Facebook pour suivre le discours très corrosif d'Olivier Delorme. Peut-être que Olivier, est-ce que vous êtes de retour ou pas? Ouais, il y a une... Non. On a à première vue un problème avec la connexion d'Olivier. Donc, je vous disais, vous êtes sur Putsch actuellement. On fait de plus en plus de live. Vous le verrez, des duplex. On en aura plusieurs par jour sur la page Facebook. Vous pouvez aller aussi sur putsch.media pour suivre les dernières interviews. Allez sur la chaîne YouTube aussi. YouTube, on va vous le mettre en commentaire. Vous n'hésitez pas. Partagez, likez ce live. Voilà, notre but aussi, c'est de vous amener des voix très discordantes. Donc là, en l'occurrence, c'est l'historien Olivier Delorme. Pour ceux qui connaissent Putsch, vous savez qu'on l'a reçu à plusieurs reprises, notamment dernièrement sur la crise à la frontière gréco-turque, où Olivier Delorme nous a accordé un très long entretien pour nous expliquer ce qui se passe là-bas et nous a donné des informations qu'on n'a pas forcément ici en France. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir appeler, nous, des gens sur place qui vont nous donner un autre point de vue sur la situation. En tout cas, merci d'être là, de partager, de liker ce live, de vous abonner à la page Putsch. On va essayer de récupérer Olivier Delorme d'ici quelques minutes. Sachez que demain, alors on a actuellement à la une Benjamin Tremblay qui est un journaliste québécois, un journaliste indépendant québécois on a fait une grande interview vidéo, vous pouvez retrouver aussi sur la page de YouTube, sur la chaîne YouTube, on va vous mettre le lien directement sur les commentaires. N'hésitez pas à aller voir parce qu'il est très inquiet sur la crise du coronavirus au Québec qui se propage très rapidement et notamment sur l'économie. Il nous parle de ce que pourrait être l'économie en France. On va aussi sortir l'interview en vidéo, on va faire beaucoup de vidéos de plus en plus parce qu'on est confiné, vous voyez, on n'est pas à la rédaction ici, on est dans un appartement
temps et on a monté un studio pour vous informer au mieux. On va aussi recevoir le professeur Emmanuel Navon. On l'avait déjà reçu, c'est un professeur qui vit à Tel Aviv, qui est spécialiste aujourd'hui de relations internationales et il nous parle. Je vois qu'Olivier Delorme est arrivé. On va le reprendre de suite. Donc ne quittez pas. Olivier Delorme est par là. Voilà. N'hésitez pas à aller sur Push Média. On reprend immédiatement l'entretien avec Olivier Delorme. Hop, on vous le remet en ligne. Voilà Olivier, vous êtes de retour devant nos téléspectateurs qui s'impatientaient de ne plus vous voir, vous, au fin fond de votre île grecque, qui nous parlait avec beaucoup de passion d'Ursula von Leyen. C'est à vous, Olivier, je vous laisse. Si vous voulez, je crois qu'on arrive au bout d'un cycle. Ce cycle, il s'est ouvert avec l'élection de Thatcher et de Reagan. Il a duré 40 ans. En Europe, l'Union européenne a été le moteur des politiques de dérégulation financière, de libre marché et de carcans monétaires imbéciles qui, ensemble, nous ont ruinés, ont déshabillé l'État et nous ont amenés dans l'État où on est aujourd'hui, c'est-à-dire avec une crise dans laquelle l'État se montre totalement incapable de maîtriser les choses et qu'aujourd'hui, il faut en tirer les conséquences. Il faut en tirer les conséquences en changeant de système, c'est-à-dire en licenciant l'ensemble des élites qui nous ont amenés là, des soi-disant élites, que ce soit Ursula von Leyen, Merkel, les dirigeants italiens, Macron et ses sbires, dont on se demande s'ils sont plus bêtes que méchants. Et pourtant, Olivier, je vais faire l'avocat du diable un peu. Je vais faire l'avocat du diable. Emmanuel Macron a quand même fait acte de contrition lors de sa prise de parole solennelle. Il a quand même dit qu'effectivement, il allait falloir réfléchir au système qu'on avait mis en place et qu'il présentait des failles, que tous ensemble, collectivement, il l'a répété 2 fois, il fallait réfléchir à la sortie de sa crise. Ça vous donne pas de l'espoir? Est-ce qu'Emmanuel Macron aurait compris les torts et les travers de la mondialisation heureuse? Aucun. Macron est un enfumeur de première. Donc, on l'a vu. On a vu très bien comment, à la fin des Gilets jaunes, il a fait ce grand débat bidon pour noyer le poisson, dont on a appris 3 mois après que les fameux cahiers de doléances n'avaient jamais été ouverts par personne et qu'ils étaient au fin fond d'un truc d'archives où personne n'irait jamais les voir. Eh ben, les déclarations de Macron sur les vices de la mondialisation, c'est exactement la même chose. Ce garçon est imbu de lui-même et pense que les peuples sont bêtes au point de gober des choses qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, il faut remettre à plat tout ça. C'est-à-dire que il faut. Mais est-ce que le coronavirus, vous le disiez avant d'être coupé par le souci technique, mais vous le disiez, vous attendiez, vous pensiez qu'un jour une catastrophe industrielle, je reprends vos mots, pourrait mettre à bas. Est-ce que le coronavirus est peut-être l'arrêt de mort de l'Union européenne? Et allons plus loin. Allez, soyons audacieux, soyons impétueux. Est-ce que le coronavirus pourrait être la fin finalement de la mondialisation? Avec une relocalisation, on parle aussi par exemple, la souveraineté médicamenteuse. Vous savez mieux que moi que le Doliprane n'est plus produit en France depuis bien longtemps, notamment en Chine et en Inde. Est-ce que le coronavirus pourrait remettre en cause tout ça? Et pourquoi et comment surtout? Mais je l'espère, Nicolas. C'est-à-dire que à toute crise de l'ampleur de celle que nous sommes en train de vivre révèle des choses. Je veux dire, si vous voulez, 6 mois avant Tchernobyl, personne ne pensait que l'Union soviétique pouvait, et tout le système soviétique avec lui, pouvait s'effondrer. Or, ce qu'a révélé Tchernobyl, c'est que les tares internes du système faisaient que le système avait perdu tout contrôle sur les choses.